Écoutez, voilà, on est ravis de vous accueillir pour cette table ronde sur la place des femmes dans la tech. Alors cet événement, il est co-organisé avec l'entreprise Sphère, l'association lilloise InfoFemme, qui agit contre la faible proportion des femmes dans l'IT, ainsi qu'avec la communauté TechRox. Moi, je m'appelle Vanessa Perilla et je coordonne les activités recrutement dans le groupe Sphère. Et donc, voilà, je vais animer cette table ronde et je vais vous présenter dans quelques instants nos speakers. Juste en introduction, il y a une étude de l'OCDE qui montre qu'uniquement 2% des filles envisageraient de devenir ingénieures ou informaticiennes. Il y a également un rapport de l'UNESCO qui est très intéressant, d'ailleurs, que je vous invite à lire, qui s'intitule « Pour être intelligente, la révolution numérique devra être inclusive » et qui explique que les femmes ont un rôle extrêmement important à jouer dans le monde numérique afin de garantir que les besoins de femmes soient pris en compte dans l'intelligence artificielle et que l'industrie 4.0 ne perpétue pas les préjugés sexistes. Dans la Silicon Valley, 4 startups sur 10 ont lancé des programmes d'accès aux femmes à des postes de direction parce que la diversité, d'ailleurs qu'elle soit de genre ou de manière globale, améliore considérablement la performance des entreprises. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions, à converser, donc dans la partie converser là sur Zoom, à bien mettre conférenciers et participants, et dans la session Q&A de mettre vos questions. Donc, il y en a déjà une, comment négocier son salaire. Et vous pourrez, vous, en cliquant sur le petit pouce, voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir. Donc, Florence, Deputy CEO à la Centrale. Bonjour. Également, bonjour, membre de l'association Duchesse France, association destinée à valoriser et à promouvoir les développeuses et les femmes avec des profils techniques. Et Audrey Neveu, donc développeuse sur le projet Spring chez VMware, et par ailleurs également très active dans la communauté. J'essaye de t'épingler, hop, membre du board de DevOps for Kids, association qui a pour but de permettre aux enfants d'être plus créatifs avec un ordinateur et de découvrir la programmation tout en s'amusant. Alors, mesdames, avant de vous présenter, j'ai préparé juste quelques petites questions pour vous. Alors, plutôt Java ou JavaScript? Et tu n'as pas réussi à choisir, ça fait 10 ans. Je continue à faire les deux. D'accord. Et toi, Florence? Plutôt Java pour le coup. D'accord. Plutôt diversité ou inclusion? Je prends les deux aussi. Pour moi, les deux sont importants. Ils ne vont pas l'un sans l'autre. D'accord. Moi, je dirais plutôt inclusion pour le coup, même si effectivement c'est complémentaire. On ne peut pas avoir une inclusion sans diversité. Mais disons que sur la pérennité, l'inclusion me paraît plus durable. D'accord. Plutôt manager coach ou manager technique? Coach pour le coup, chez moi. Ni l'un ni l'autre, il y a manager dedans. Il y a trop de réunions. Je suis bien dans le code, moi. Top. Plutôt QWERTY ou AZERTY? AZERTY pour moi. J'avoue, je n'ai pas compris cette question. Mais... Moi, QWERTY depuis des années. D'accord. Bon. Et dernière question, plutôt cathédrale ou bazar? Et si vous connaissez le concept, si vous pouvez l'expliquer pour les auditeurs et auditrices. Tu veux y aller, Audrey? Cathédrale, c'est plutôt quand tu attends de livrer un truc qui est tout prêt, tout propre, etc. Mais que du coup, tu vas y passer plus de temps. Et bazar, c'est t'acceptes de livrer ce qu'on appelle régulièrement le MVP, le Minimal Viable Product. Et ça va peut-être être un peu chaotique et il y a des choses à améliorer. Moi, je suis un peu entre les deux. J'ai fait du bazar pendant 5 ans en start-up. C'est compliqué. Faut pas que le bazar il dure trop longtemps. C'est rigolo, mais faut que ça se dirige vers une cathédrale à un moment quand même. Et toi, du coup, Florence? Moi, je suis plutôt bazar pour le coup, mais pas bazar dans le sens... effectivement, il y a quand même une limite. Il faut quand même des fondations. On n'habite pas dans des cabanes. Donc oui, bazar dans le sens où il faut
faut aller dans l'action et avoir des livrables rapidement pour avoir du feedback ajusté, plutôt que des projets sur 5-10 ans qui ne donnent pas de visibilité. Mais après, ça dépend des secteurs. Un avion, on va pas raccourcir les délais vu l'enjeu et les risques. Après, choisir plutôt bazar, mais les cathédrales sont aussi importantes. D'accord, super. Donc, Florence, tu es aujourd'hui Deputy CTO. J'ai 2 questions pour toi. Déjà, en quoi ça consiste au quotidien? Et par ailleurs, donc, comme j'ai dit précédemment, tu es actif pour œuvrer à promouvoir les développeuses. Depuis 11 ans, membre de l'association Duchesse France. Pourrais-tu nous expliquer les raisons? Quel a été le déclencheur de cet engagement? Alors, du coup, d'un point de vue Deputy CTO, donc en gros, on est plusieurs adjoints au CTO. Donc, on se partage la direction technique. On est 60 à peu près. Donc, on a plusieurs équipes à gérer. Donc, c'est du management classique, tout ce que Audrey déteste. Donc, effectivement, d'un point de vue de mes enfants, c'est que je fais de l'ordinateur et je suis en réunion, très clairement. Après, dans la réalité, c'est débloquer beaucoup de choses, donner les outils, les moyens nécessaires pour que les équipes arrivent à avancer et à livrer de la valeur aux internautes. D'un point de vue technique, produit, synchroniser les équipes. C'est vraiment faire le nécessaire pour que les choses avancent en fait et qu'on arrive à avoir des résultats. Sur les duchesses, alors je suis membre officiel. Alors j'étais là depuis la création dans le sens observatrice sur les Slack, Google Groups, tout ça. Mais ça fait seulement 6 mois que je suis rentrée vraiment dans le comité du côté orga. On manque de visibilité. En fait, en gros, c'est le féminisme qui m'a fait basculer de façon plus active sur cet assaut. C'est que régulièrement, c'est un recommencement. Les femmes disparaissent. Aujourd'hui, sur l'IT, c'est un pouvoir énorme qu'on a, une responsabilité qui est vraiment forte de ne pas oublier 52% de la population quand on crée des produits, quand on crée des applications, que ça marche pour tout le monde, en fait. Sinon, on arrive sur des oublis et on est lésé réellement. Et du coup, par rapport à ça, je me rends compte que c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Mettre les femmes en avant, les aider à avoir confiance, vraiment être solidaire. Donc, pour moi, c'est aider la société, en fait. Enfin, c'est presque un job, pour le coup. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir des relais, en fait, encore et encore, jusqu'à que ça devienne assez stable pour que ça ne puisse pas être remis en question. Parce que l'association Duchesse France, c'est, comment ça fonctionne? Qui peut y adhérer? Tout le monde, en fait. Déjà, c'est un Slack, clairement. Donc, tout le monde peut y aller, poser des questions, demander de l'entraide. On a des systèmes de marrainage, par exemple. Moi, j'en ai une officielle et puis deux autres en plus dilettante, où on soutient s'il y a des questions sur les carrières. On se voit une fois par mois, en général, pour dire bah, là, j'ai un souci avec mon manager, comment je gère ce conflit avec tel collègue. Là, j'ai un blocage sur du code, ça, je le fais moins, mais il y a des marinages comme ça. Donc ça, c'est vraiment des binômes. Après, on peut aussi poser n'importe quelle question sur le Slack. Ça, c'est la première étape. Une autre façon de faire partie des duchesses, c'est tout simplement participer au meet-up. Il y en a un qui va bientôt arriver en décembre, où ça va être un open space. Chacun amène ses problématiques et on se réunit en petits groupes pour pouvoir échanger et trouver des solutions. Voilà. Donc, en fait, ça prend la forme de ce que les membres veulent que ça devienne en réalité. On pourrait faire tout ce qu'on veut. On pourrait faire des ateliers de code. Il y a eu un hackathon qui a été organisé il n'y a pas longtemps aussi sur la contribution open source. Mais on prend toutes les bonnes volontés. D'accord. Je vois juste une petite question dans le chat. Florence, d'où vient le problème de la confiance des femmes selon toi? Est-ce qu'une majorité d'hommes dans un service peut décourager? Oui, clairement. Ouais. Après, je ne m'en rendais pas compte avant. Enfin, je ne sais pas si Audrey, tu as des choses à ajouter. Je pense que tu en as aussi. Je ne veux pas monopoliser la parole. Mais oui, clairement. Déjà, ce n'est pas que femmes. C'est quand on est une minorité dans un groupe, on est différent. Et du coup, on a moins de place. Les autres la prennent, ce qui est normal. Nous, on va s'auto-censurer. Et ça s'est vu sur des réunions de duchesse où il y a 90% de femmes, il y a quelques hommes. Et ben, ça suffit pour que les hommes prennent quand même 60% du temps de parole. Parce qu'on retombe dans nos clichés, en fait. Ça s'est vu aussi sur l'association Nous Toutes, qui est une organisation, enfin un collectif féministe. Au début, c'était mixte. Et au bout de 6 mois, ils ont arrêté parce qu'on n'entendait que les hommes. Et que du coup, les vrais sujets de fond passaient plus de temps à expliquer les problèmes qu'à réellement trouver des solutions. Du coup, Caroline Dehaas racontait que c'est seulement en non-mix qu'elle a raconté son viol ou des choses comme ça. Et c'est la première étape, en fait. Connaître les problèmes, pouvoir les verbaliser, trouver des solutions ensemble.
Et pour les hommes ou les personnes en majorité, on va dire, il y a plein d'autres espaces, il y a plein d'actions qu'ils peuvent faire. Ils n'ont pas besoin d'investir ce type de milieu en réalité. Ok, Audrey, super. tu voulais dire quelque chose? Tu voulais pas vraiment Mais je vais l'introduire là-dessus. Tu as parfaitement bien résumé ma pensée, Florence. Du coup, Audrey, donc toi, tu es développeuse sur le projet Spring. Donc, en quoi ça consiste au quotidien? Et également, tu es très engagée dans l'égalité homme-femme dans le milieu pro. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons, les déclencheurs de cet engagement? Oui, alors déjà, effectivement, mon travail de tous les jours, il doit être plutôt semblable à ce que font une bonne partie des gens qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc, je travaille sur plus particulièrement 2 projets qui sont la Gateway, la partie Gateway, la partie API Portal. Et donc voilà, mon taf de tous les jours, c'est de faire du dev, de résoudre les bugs qui nous sont remontés par nos clients, etc. Donc c'est du dev normal. Et ensuite, donc moi j'ai fait partie de Duchesse dès le tout début aussi, et j'étais dans le board plusieurs années. Et à un moment, j'ai quitté Duchesse pour monter Devox for Kids parce que tout simplement, les activités bénévoles, obligé de faire des choix à un moment, on ne peut pas garder tout en parallèle. Et je me suis attelée à cette problématique-là parce que c'est très lié à mon rapport, à mon expérience personnelle où ma difficulté n'a pas forcément tant au départ d'être une femme que de ne pas avoir fait une formation initiale classique, puisque moi j'ai fait une reconversion, je suis passée par l'AFPA, etc. Donc c'était plus par rapport à ça. Et que surtout j'ai eu à un moment un déclencheur où je me suis dit, mais au fait j'avais des cours, j'ai fait partie d'une petite tranche d'enfants qui ont eu accès à des cours de développement quand ils étaient à l'école primaire. Et ça m'avait... mais c'était le cours que j'attendais toute la semaine, etc. Et par la suite, il n'y avait rien eu dans le cursus là-dessus. Et pire que ça, c'est que moi, en tant que fille, on ne m'a pas poussée vers les filières scientifiques. Hein. Moi, on m'a poussée en ES. Ah, économique et sociale, bah oui, t'es une fille. Ouais. Et donc ça, petit à petit, l'étau il se resserrait, ça faisait que j'avais pas accès à ça, alors que ça continuait à m'intéresser, que j'avais même essayé plus tard en seconde de reprendre une option informatique. Ah oui, super, j'ai eu des cours d'Excel et de Word. J'étais pas du tout venue pour ça. D'ailleurs, c'était rigolo parce que je pense qu'on s'était tous fait piéger par l'intitulé du cours et j'étais la seule fille dans l'option. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a fait dire ça va pas du tout en fait, faut essayer d'agir sur au plus près, en fait au plus tôt. Parce que le plus tôt on peut réinjecter aux enfants déjà juste la découverte du métier de programmeur, leur dire ce que c'est que d'être développeur, que c'est fun comme métier, que il y a un côté un peu grisant quand on voit tout ce qu'on peut faire, de réaliser des choses par soi-même, etc. Et qu'au moins ils en aient conscience. Après, si c'est pas leur choix, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas non plus faire des armées de développeurs et de développeuses, mais en tout cas que les enfants sachent que ça existe, que les petites filles voient que c'est possible et qu'elles ont leur place et qu'elles peuvent y aller, et que comme ça, par la suite, dans leur choix d'études, que ça soit une option qu'ils aient à l'esprit. Je vais rebondir sur ça, si je peux me permettre, Vanessa. Là, Là, il y a une semaine, j'ai une personne, une femme dev, qui s'est fait tatouer la date où elle s'est reconvertie. Et les hommes qui voyaient ça en disant sérieusement, mais pourquoi est-ce que c'est une date si importante? Elle dit c'est le jour où j'ai décidé de suivre la voie que j'avais toujours voulu faire et que je ne m'étais jamais autorisée à faire ça. Et quand elle raconte ça, moi je me dis c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que je connaissais quelqu'un qui était dedans, donc j'ai pu le faire facilement. Il y a une autre femme dev qui a dit mais je comprends tellement ce que tu veux dire. Ça a toujours été mon rêve et je ne pouvais pas me l'autoriser. Et à côté, j'ai mes hommes dev qui disent je ne comprends pas. Je dis mais en fait vous ne vous rendez pas compte des privilèges parce que vous, c'est juste normal et c'est une voie possible. Et ça me fait penser à une autre BD d'une chercheuse au CNRS qui raconte qu'elle était très très forte en maths et que son prof de maths lui dit tu es très très forte en maths, tu vas être prof de maths comme moi. Alors que Jean-Marc à côté qui est très très fort en maths, on lui dit tu vas être ingénieur. Et du coup, c'est plein de petits détails comme ça qui font qu'effectivement en primaire, en seconde, au collège et au lycée, on a plein de signaux qui nous font dire que ce n'est pas notre place en fait. Ok. Merci. Audrey, tu as fait une keynote sur la diversité
et tu as aussi participé à un meet-up sur comment créer un environnement inclusif au sein d'une entreprise. Du coup, je vous ai préparé une question pour toutes les deux, pour avoir aussi des éléments concrets. Si vous deviez donner des conseils aux équipes dans un environnement tech pour être plus inclusif envers les femmes, ce serait quoi? Et aussi, si on pouvait le faire en mode keep, drop, start, c'est-à-dire vous, 3 choses que vous trouvez qui marcheraient bien, 3 choses à bannir et 3 choses à commencer impérativement. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux femmes, aux hommes aussi de cette assistance qui écoutent? Florence, tu veux commencer ou... Vas-y, je te sens lancer là. Bon, alors, si on commence avec l'équipe, un truc pour moi qui est absolument impératif, c'est de construire un environnement où les femmes peuvent s'exprimer. C'est-à-dire que si il y a un problème, il y a un comportement, il y a une remarque qui les mette mal à l'aise, qu'elles puissent le dire, et qu'elles puissent le dire sans qu'il y ait un jugement de portée automatiquement, mais qu'elles soient au contraire écoutées, parce que sinon ça ne sert à rien. Ça, ce serait mon premier. Et c'est pas évident, hein. C'est pas facile. Ça demande un vrai travail, une grosse remise en question. Mais pour moi, c'est la base. C'est comment les femmes puissent s'exprimer. C'est-à-dire avoir un référent en interne dans l'entreprise, référente, comment ça s'organise? Pour moi, c'est le travail de tout le monde, hein. C'est collectif. C'est chaque personne dans l'équipe qui doit avoir conscience de ça et qui doit permettre que ça arrive. Parce que c'est pas si facile que ça de prendre la parole. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est la responsabilité de tout le monde. Ok. Par l'écriture d'une charte ou tu vois ou... Ça peut être ça. Nous, chez Pivotal, j'ai rejoint Pivotal qui a été ensuite racheté par VMware, on avait un code de conduite à signer quand on rejoignait l'entreprise et ça peut tout à fait être ça. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois Florence? Pardon. On va faire un petit ping-pong. Pour moi, c'est surtout pas dire qu'on n'a pas de soucis, en fait. Effectivement, c'est la première étape. On le fait. Alors déjà, en fait, c'est pas spécifique à une société. C'est propre à toutes les sociétés. Le sexisme est partout, en fait. Et c'est grave et c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens, ça veut pas dire que les dirigeants le font mal, que les gens sont méchants, que les collègues sont pas cool. Non, c'est partout. C'est comme ça aujourd'hui. Donc, c'est le reconnaître quand ça arrive. Moi, là où je vois la différence, donc par rapport à ce que tu dis, la charte ou un ou une référente, ça aide, effectivement, mais c'est aussi que chacun se sente acteur sur ça. Ça m'est arrivé trop souvent de voir des situations honnêtement malaisantes, hein, en tant que dev, en tant que manager, en tant que tous les postes que j'ai occupés. C'est des micro-agressions, c'est pas dans le pénal ou quoi que ce soit, mais c'est des micro-agressions. Et personne ne dit rien en fait. Donc c'est de montrer que c'est possible et quand on est témoin de ça, sans forcément tout de suite sortir les armes ou quoi que ce soit, de dire bah là, moi je me sens pas à l'aise avec ça, ou je comprends pas ce que tu veux dire, ou bah là il me semble que c'est du sexisme ce que tu es en train de faire. C'est vraiment de poser les mots sur ce qui se passe. Voilà. Le deuxième point, c'est de connaître les stéréotypes de genre, pour le coup. Les femmes se font réellement couper la parole 3 fois plus que les hommes. Elles ne sont pas entendues. En plus, elles vont mettre plus de temps à parler parce qu'elles ont socialement, je ne dis pas que c'est 100% des femmes, mais elles sont plus éduquées à se mettre en retrait, à moins s'exprimer. Si en plus les quelques fois elles le font, elles se font couper les paroles, ça ne marche pas. Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Encore une fois, j'en veux à personne, hein, mais aussi d'être témoin de ça, c'est qu'un propos est évoqué par une femme, ça fait un flop phénoménal, et un homme dit texto la même chose 5 minutes après, il est cité en disant, comme a dit telle personne, on devrait faire ça. Ça n'a réellement pas le même impact. Il y a des études qui l'ont montré au niveau des startups. On a beaucoup plus de chances, alors que c'est le même texte qui est élu, de lever des fonds quand c'est une voix d'homme qui parle, quand c'est un homme qui l'exprime, alors que le texte est exactement pareil. Une fois qu'on sait ça, ça veut dire qu'il faut prendre plus de place. Ça veut dire qu'il faut réattribuer la parole là où elle est dit. Ça veut dire qu'il faut soutenir, faire l'écho. Je fais très attention à laisser de la parole à tout le monde, hommes et femmes. Les hommes qui sont très introvertis, c'est pareil, hein. C'est vraiment donner une voix et de la place à tout le monde. Et encourager les gens à se sentir bien et leur dire c'est OK, on vous croit en fait.
Si vous avez ressenti ça, il y a une réalité. On ne va pas essayer de se défausser en se disant oui, mais tu l'as cherché ou donne-moi les détails. Ce n'est pas un procès, en fait. Il ne faut surtout pas inverser la culpabilité de ce qui se passe. C'est un peu fouillis ce que j'ai dit là. Et comment non, non, mais du coup, concrètement, comment, enfin voilà, on est une femme dans une équipe technique. Comment on s'y prend pour essayer, parce que voilà, toi, donc Florence, tu manages une équipe, donc du coup, toi, tu peux vraiment faire cette impulsion et donner ça. Après, si on peut là donner des conseils à toutes les femmes qui écoutent, en se disant comment demain elles peuvent réussir à faire avancer la cause, puisque vous avez dit aussi que c'est du coup, il faut que peut-être des fois aussi que ça vienne de nous. Enfin, comment on pourrait faire? En fait, ça vient de nous et ça vient aussi des autres, hein, des hommes. Je connais un CTO qui est un allié phénoménal, en fait. Dès qu'il voit un écart, une blague, une photo qu'on partage qui est un peu sexuelle, du coup, qui peut être malaisante, en fait, ou alors homophobe, en se disant, voilà, c'est un truc de pédé ou quoi que ce soit, il met le holà tout de suite. Moi, honnêtement, je n'ai pas ce courage-là de le faire à chaque fois, parce que je n'ai pas envie d'être celle qui plombe l'ambiance tout le temps. Et du coup, plus on est à le faire, plus ça passe. Parce que par contre, je le fais aussi, ça m'arrive. Quand là, on dépasse des limites, déjà, mes équipes, je suis un peu plus formelle, mais quand je ne vais pas changer toute la société, enfin, ce n'est pas du tout l'ambition. Mais l'idée, c'est de se rendre compte que c'est vraiment pas normal et de le faire savoir. Encore une fois, pas forcément agressé. Hein, là, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et du coup, moi, je ne me sens pas safe, en fait. Est-ce que quand on entend des blagues qui sont douteuses, ça attire les femmes? Est-ce que si on est homo et qu'on entend plein de propos homophobes, même en blague, est-ce qu'on a envie d'aller dans des entreprises comme ça? Et moi, en tant que recruteuse, je veux les meilleurs talents. Je ne veux pas être cantonnée à 48% d'hommes. Après, j'enlève de couleur blanche, de l'âge qui va bien, valide. Je me retrouve avec un tout petit panel. Aujourd'hui, moi, en tant que manager, je ne peux pas me permettre de recruter en ciblant qu'une partie de la population, de toute façon. Et du coup, je réponds à la question de Sylvia de est-ce que mon féminisme est mal vu en entreprise. Alors, je sais pas Attends, si ça c'est laquelle question? Je ne la vois pas. Oui, elle s'est trompée parce qu'elle a mis dans le chat. C'est pas dans la question. Du coup, je l'ai vu passer. Parce que c'est une question qu'on peut se poser légitimement. C'était quoi la question, juste? La question, c'est est-ce que mon féminisme, entre guillemets, on peut les enlever, hein, les guillemets, parce que le féminisme, c'est vraiment vouloir l'égalité entre hommes et femmes, est mal vu en entreprise, surtout à mon poste. Et j'ai envie de dire, au contraire, moi, je veux être le plus haut possible dans la pyramide pour avoir le plus d'impact. Et je vous invite toutes et tous à faire de même. Parce que c'est comme ça qu'on se retrouve dans des sociétés qui sont dominées que par une partie de la population. Et l'autre point, c'est qu'au contraire, quand on vend des véhicules, enfin, on met indirectement, hein, mais on travaille dans l'automobile, on veut que tout le monde puisse se projeter dans ça et se reconnaisse en tant que client. C'est forcément un atout pour l'entreprise. On a vu qu'en termes de chiffre d'affaires, les comités avec plus de diversité fonctionnaient mieux. Et là, je pousse clairement sur tout ce qui est écriture inclusive. Et ça commence à marcher. Et je le vois, c'est long, hein, mais au début, aucun collègue voulait me suivre sur les fiches de poste. Finalement, j'ai eu l'accord de mon manager. Après, il a fallu convaincre mes collègues. Ensuite, les RH, bon, j'y suis à moitié. Ensuite, la direction, là, sur notre marque, sur le site La Centrale. Là, ça vient d'être, ils vont le réfléchir avec l'agence. Donc, c'est plein de petites graines qu'il faut laisser passer. Et en termes de marque employeur, quand on voit qu'on nous parle aussi à nous, demain, ce sera normal, mais aujourd'hui, c'est encore assez rare pour que ça nous touche et qu'on se dise, ah, il y a quand même une attention sur ça. Peut-être qu'il y aura moins d'abus. Évidemment, ça ne prouve rien, hein, mais c'est un indice. Il y a pas mal de questions, mais avant d'y passer, je voulais vous poser une autre question. C'est, est-ce que vous pourriez citer une personne en exemple qui a été admirable selon vous pour aider à faire bouger les lignes dans la tech sur ce sujet d'inclusion des femmes? Et si oui, de quelle manière? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment J'aurais du mal, moi, personnellement, à citer une seule personne parce que c'est plus un ensemble. Moi, ce qui me booste, c'est d'avoir toujours eu d'autres femmes autour. Et encore aujourd'hui, parce que je ne sais pas, Florence, si tu ressens ça par moment, mais il y a des moments de ras-le-bol. Voilà. Il y a des moments où il s'est passé 3-4 trucs, où on a vu 3-4 comportements qui déconnaient en parallèle. Et il y a des gros moments de ras-le-bol. Et moi, ce qui me maintient aussi... ce qui me dit faut continuer, faut rien lâcher, c'est que maintenant j'ai des copines. Voilà, j'ai des copines développeuses, j'ai des copines directrices techniques, j'ai des femmes autour de moi que j'admire. Donc
Il y en a plein, elles sont toutes chez Duchesse, quasiment. Il y en a aussi ailleurs, hein, forcément. Il y en a à l'étranger, il y en a, mais c'est plus voilà, toutes les femmes que j'ai pu croiser dans mon parcours, moi, qui pour moi, font bouger les lignes parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont là depuis des années et parce que voilà, tant qu'elles sont là, tu sais que tu peux continuer à y aller, Tu ça peux veut du dire coup que en tu as ta parler. place. Ok. Moi, dernièrement, j'ai lu une BD là, des décodeuses. Il y avait une femme qui était directrice du CNRS. Elle racontait son parcours. Et honteusement, j'ai pensé, ah, c'est possible en tant que femme d'être directrice du CNRS. Donc, à chaque fois qu'il y a des exemples comme ça de postes de direction qui sont représentés par des femmes, pour moi, c'est des modèles. Néanmoins, Aurélie Jean, elle a quand même marqué un tournant chez moi. C'est elle qui m'a fait comprendre que mes fiches de poste étaient vraiment mal faites. Et que c'est pas étonnant que je recrute aucune femme. Voilà, voilà. Donc, bon, maintenant, je sais et j'essaie de transmettre les connaissances que j'ai par rapport à ça. Mais même sur ça, on a du mal à y croire. Vraiment, le statu quo est très fort. On me dit, mais pourquoi tu t'embêtes à faire ça? C'est bon, les gens, ils ne devraient pas être bloqués et postuler quand même. Ben oui, mais non, en fait. Il y a tellement d'offres d'emploi, ils ne le font juste pas. Et ça se voit, hein, ça fait des augmentations de 20-30% de candidatures féminines. Ah ouais. Donc, elle m'a aidée, au moins à me pencher sur le sujet et à creuser plus. D'accord. Et du coup, donc, ce que vous expliquez, c'est que l'inclusion des femmes passe aussi par leur présence et leur visibilité et leur prise de parole. Du coup, quelle bonne pratique donneriez-vous aux organisateurs de conférences, par exemple, pour rendre leur événement plus inclusif? Pour moi, il faut aller chercher les gens. Il ne faut pas croire qu'en postant un message sur Duchesse, on va se dire, ah, trop bien, on va y aller. C'est pas comme ça que ça marche. Les femmes, elles ont toujours 2 fois plus de tâches à la maison à faire. Elles ont tendance à se sacrifier, à s'occuper des autres. Donc, elles vont se sentir coupables d'aller à Amiens ou à Lyon pendant le week-end, 2 jours, préparer des confs. Et même moi, j'ai de la pression à chaque fois que je fais des confs en me disant, ah, t'es encore en train de faire un truc. Et c'est dur d'assumer les deux. Donc, évidemment que quand on fait un CFP en disant, on cherche des conférenciers et conférencières, il y aura plus d'hommes qui vont le faire parce qu'ils ont la chance d'être libérés de ça, de ne pas avoir de pas avoir ce poids. Après, il y a aussi le syndrome de l'imposteur qui joue beaucoup. Je ne sais pas si tu vois d'autres facteurs, toi, Audrey. Non, c'est plus ça. Enfin, moi, pour l'exemple, je fais partie de la conférence Mixit, de l'organisation de la conférence Mixit, et il n'y a pas de secret, hein, on va aller chercher les femmes qu'on veut avoir. Voilà, parce que sinon, c'est facile aussi de, comment dire, sans avoir, enfin, puisque moi, par exemple, j'ai pas d'enfant, donc j'ai toute une pression, une partie de la pression que peuvent avoir à gérer certaines amies en moins, mais ça veut pas dire que je vais soumettre forcément à toutes les conférences parce que je vais pas forcément la voir, parce que pour plein de raisons, ou parce que je vais pas me sentir légitime, hein, ça va encore arriver, pas se leurrer, donc c'est vraiment. Et puis après, il y a plein d'autres choses aussi qui sont sur lesquelles justement on essaye de travailler. Je suis aussi dans l'organisation de Devox UK, on essaye dans les deux confs, on fait beaucoup d'efforts là-dessus, mais c'est faire sentir aux femmes qu'elles sont les bienvenues dès le départ. Donc, c'est-à-dire qu'on a un code de conduite, il n'est pas là pour faire joli, il est là pour être appliqué et fermement appliqué. C'est-à-dire qu'en cas de débordement, on s'engage à prendre des mesures. C'est Qu'est-ce que aussi tu veux dire en cas de débordement? en cas de remarques extrêmement déplacées, comme j'ai pu en entendre en conférence. Et je peux te dire que la conférence où ça arrive et où il n'y a aucune action de prise de la part des organisateurs, tu n'y remets pas les pieds. Voilà. Et donc, c'est... Les fameux trolls, ce qu'on appelle les trolls, c'est ça, les gens qui vont faire Pas des seulement. remarques. Alors, tu as les trolls, mais tu as aussi les bonnes grosses remarques extrêmement déplacées à caractère sexuel. Voilà. Et que ça soit l'une ou que ça soit l'autre, type de remarque, quand les organes disent oh, bon, c'est pas très grave, bon, bah, tu sais que celle-là, tu n'y retournes pas, puisque celle-là, tu n'es pas safe dedans. Donc, c'est ça. Et puis, c'est aussi dans la communication. Tu vois, si la communication de la com, c'est hey, les mecs, on revient. Bah non, en fait, tu sais quoi, moi, les mecs, je me sens pas tellement reconnue là dans le lot. Donc, c'est un travail complet hein, sur tous les aspects.
Là, du coup, il y a un commentaire, Florence, qui dit c'est un peu la boucle infernale. Malheureusement, comment connaître les femmes intéressées par du speaking si elles ne postulent pas au CFP? Il faut aller les chercher, en fait. Enfin, vraiment, c'est comme dit Audrey. Pour moi, c'est pareil que le recrutement. Mais Au comment final, comment les identifier alors? je vais sur LinkedIn. Enfin, vraiment, c'est pareil, hein. Je suis une très grande spameuse, pour le coup. Je me dis, j'ai vu une fois une conférence quelque part. Donc, effectivement, il y a déjà un passif. Et même quelqu'un d'expérimenté, en voyant que la personne a fait ça, je la contacte. Mais même sans aller jusque-là, il suffit de regarder 3 conférences passées qui est relativement mixte, de viser les femmes pour les mettre un peu plus en avant, en priorité. Et moi, en entretien, par exemple, ce que je ne faisais pas avant, c'est que je m'astreins à regarder les CV de femmes, quoi qu'il arrive. Alors qu'avant, je regardais les CV dans l'ordre où ils arrivent. Mais comme il y a beaucoup plus d'hommes, en fait, les femmes, je ne les vois jamais. Et en plus, les CV étaient tellement différents du reste que je n'arrivais pas à les voir. Maintenant, on a vraiment des tests qui sont complètement débiaisés, qu'on envoie à tout le monde, quasiment, qui fait que ça permet de leur donner une chance et de les voir, alors qu'avant, elles n'auraient même pas passé la première étape. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a recruté. Donc là, sur les conférences, c'est d'aller déjà contacter autant de femmes que d'hommes. Pour moi, ça, c'est la base. Étant donné les facteurs qu'il y a aujourd'hui, je dirais même plus les femmes que les hommes. Et par exemple, moi, je donne des conférences que dans des confs où je sais que j'ai pas de soucis. C'est juste que j'ai autre chose à faire, en fait. Si j'ai un doute, je vais pas aller me battre avec quelqu'un ou j'aurai une blague en me disant qu'est-ce que tu fais là ou je serai pas incluse parce qu'ils vont parler que de sujets graveleux où je me sens pas incluse. Donc, c'est aussi simple que ça, hein. Ouais. Donc, le code of conduct, effectivement, il aide. Ouais. Ok. Il y a une question dans le chat. Est-ce plus facile pour les femmes quand le manager de l'équipe est une manageuse? Je crois pas. Je crois que ça peut être pire. Ouais, alors moi j'ai un retour là-dessus parce que dans mon équipe, on a deux. Alors, c'est vraisemblablement exactement le même poste que celui de Florence. Nous, on appelle ça engineering manager et on a un homme et une femme. Et moi, mon manager est l'homme. Mais j'ai des échanges avec les deux et je pense pas que ça soit une question là pour le coup de genre. Ça va dépendre de la sensibilité de la personne à ces sujets-là, puisque en fait moi les deux m'ont dit s'il te plaît aide-nous. Les deux m'ont dit enfin mon manager j'ai un à un toutes les semaines et il me dit tu me fais tous les retours, tout, tu ne m'épargnes rien. Je te demande ton aide sur le sujet. Et même la manager, on a eu des discussions là-dessus. Elle m'a dit, pareil, tu n'hésites pas parce que je vais peut-être louper des choses que toi, tu verras parce que tu es sur le terrain, etc. Donc, fais tes retours. Et effectivement, ça ne veut pas dire forcément que c'est plus facile parce que malheureusement, ça peut aussi arriver, j'en ai pas croisé, mais c'est possible. Il y a des femmes qui ont intériorisé le sexisme ordinaire et il y a des femmes qui vont être aussi dures que vont l'être certains hommes et pas nous défendre par ailleurs. Donc voilà, là pour le coup, ça dépend vraiment de l'état d'esprit de la personne face à la question. Je pense même qu'il y a plus de cas où c'est pire que mieux, pour le coup. Parce que les femmes, elles sont plus élevées sur la compétition, hein, pour le coup. Et surtout, elles sont arrivées à un poste en faisant des sacrifices, plus que les autres. Et du coup, pourquoi elle qui a fait ses sacrifices, les autres n'auraient pas à faire la même chose? C'est un peu inconscient, hein, mais il y a de ça. Non, mais c'est horrible, hein. Enfin, moi, j'ai eu Ouais. des discussions sur d'autres choses, par exemple le fait de mettre une salle d'allaitement dans les conférences, qui est pour moi super important parce que ça veut dire aux jeunes mamans, vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin de vous isoler pour tirer votre lait, vous pouvez le faire en toute discrétion, en tout confort, etc. Et j'ai vu des femmes 45, 50 ans me dire, moi, il n'y en avait pas. Je vois pas pourquoi il y en aurait. Ouais, Voilà. et, Donc ouais. ça peut être, voilà, c'est pas une preuve, c'est vraiment. Est-ce que la personne est dans une démarche de sororité? Est-ce qu'elle est éveillée aux questions de sexisme? Est-ce qu'elle est prête à remettre en cause son propre sexisme? Et même moi, avant, j'étais un peu comme ça, je pense, vraiment en toute honnêteté, hein. Pas forcément dans le côté sororité, mais je ne voulais pas avantager qui que ce soit. Et j'avais peur, je pense que si je travaille sur des sujets d'égalité, de me faire accuser de favoriser les femmes, ce que je ne voulais pas. Et du coup, j'étais
inconsciemment encore plus dure avec elle et plus exigeante. Bon, avec un peu de chance, j'en ai recruté aucune, du coup, voilà. Personne n'en a souffert, mais c'est pas évident de faire le tri. Parce qu'on a aussi grandi dans ce type de société. Ouais. L'autre stat que je voulais mettre en avant, c'est que les femmes, elles sont condamnées socialement quand elles se mettent en avant, et encore plus par les femmes. Je crois que c'est 15% qui critiquent. Alors qu'un homme qui voit une femme se mettre en avant, il y aura des petits... Ça fera bizarre, peut-être qu'ils vont dire « Ah, elle crâne » ou quoi que ce soit. Mais les femmes sont encore plus dures entre elles sur ces points-là. Ouais. Ok, merci. Alors là, j'ai ouvert les questions. Quelles ont été les modifications sur les fiches de poste, Florence, que tu as fait pour ne pas faire peur aux femmes? Question posée par un homme, Arthur. Là, du coup, j'ai fait un sondage. En vrai, il y a beaucoup de ressources, mais je ne savais pas bien les chercher. Maintenant, j'irai plus vite. J'ai fait des sondages pour voir qu'est-ce qui était attendu des femmes et qu'est-ce qui faisait qu'elles postulaient ou non. Et une fois qu'elles avaient postulé, qu'est-ce qui faisait qu'elles choisissaient une boîte ou non. Dedans, j'ai eu 60% de réponses de femmes et 40% d'hommes. Et au final, ça convergeait énormément. Et c'est là, finalement, la beauté de la conclusion. Hein, c'est que les critères, c'est prendre en compte l'humain et pas juste des robots qui codent toute la journée. Donc, ça veut dire prendre en compte l'humain dans son entièreté, dans sa vie de famille. Donc, parler de ce qu'on a, l'équilibre vie perso, vie privée, vie perso, vie pro, pardon. Donc, par rapport aux horaires, montrer qu'on investit en eux sur la formation. Leur donner confiance, donc en mettant en avant des critères des sondages, des résultats de sondage où les gens se sentent bien. Éviter tout vocabulaire compétitif. La compétition, c'est pas mal, hein, mais alors je fais beaucoup de généralités, hein, c'est pas si net, mais c'est quand même des tendances. Les femmes dans les jeux et dans l'enfance sont plus orientées vers des jeux tout seuls. C'est des jeux côte à côte, en fait. Corde à sauter, créatif, mais on n'est pas confronté à quelqu'un. Et du coup, le rapport à l'échec est beaucoup plus compliqué pour une femme. C'est vraiment sa personne en entier qui sera remis en question. Elle n'a pas l'habitude, alors que les hommes, dès le début, ils se prennent plein de gamelles sur les jeux. Du coup, ils ont l'habitude de perdre et aussi de gagner, du coup. Et du coup, ils sont dans une dynamique qui est très, très différente. Et sur les fiches d'emploi, c'est pareil. On avait vu des stats qui varient un peu, mais en gros, c'est que c'est soit entre 80 et 100% de correspondance qui fait qu'une femme va postuler, parce qu'en plus, elle respecte les règles. Hein. À l'école, elle a été récompensée pour ça. Je respecte les règles. Je veux que ce soit complètement parfait. Même quand je propose une conf, je vais travailler une semaine, jour et demi pour que ce soit ultra parfait. Alors que les hommes, pas tous les hommes, il n'y aura pas ce niveau d'exigence. Ils vont quand même proposer des choses. Donc, il y a aussi ces attentes qui sont un peu différentes. Donc, du coup, le corollaire, c'est de ne pas faire des fiches des annonces avec trop de détails qui disent, et c'est ce qu'on faisait, hein, on veut telle techno, telle techno, telle techno. En vrai, je m'en moque de la techno. Moi, je veux des gens qui sont capables d'apprendre parce que de toute façon, cette techno, dans un an, ça va changer, hein, très clairement. Donc, du coup, je donne une ou deux technos max pour dire en ce moment, c'est quand même ça, les bonnes pratiques. Parler beaucoup de l'humain, de l'attitude, dire qu'on est ouvert aux juniors, aux seniors et à tous les sexes. Et éviter tout ce qui est compétition du type avant j'avais une offre qui disait vous serez armé des technologies suivantes. Très grosse erreur. On évite les baby-foot, les ninjas, les guerriers, tout ça. Personne n'a envie de se battre en fait. On veut juste bien faire notre travail. Et en plus, ça parle à tout le monde au final. Ok, merci beaucoup. Donc là, il y a une autre question. C'est vrai que ça revient souvent que nous, en tant que femmes, on ose moins demander des augmentations de salaire. Et du coup, il y a une question donc anonyme, comment négocier son salaire? C'est plus pour toi, ça, Audrey, non? Ah bon? Je n'en sais rien. Là c'est une colle. Bon, Je moi, sais j'y pas vais du alors. tout. Bon, moi, Vas-y. ce que je peux vous dire, c'est que les femmes demandent moins en tant que recruteuse. Si vous êtes si vous avez des managers féministes, ils vont vous donner quand même plus. Mais en vrai, on va plutôt. La tendance, ça va être on donne ce qui est demandé, hein, donc vous aurez moins. À un moment, vous le saurez ou pas, parce que personne ne parle salaire, c'est tabou, et ça arrange bien certaines personnes. Donc le conseil, c'est parler salaire avec vos collègues, avec vos pairs, pour connaître le marché et pas être en dessous. Parce qu'en plus, quand vous êtes moins payé, on croit que vous valez moins. Ce qui est faux, c'est juste que vous êtes mauvais en négociation. Un type qui marche bien, c'est ne soyez pas
complexer sur le salaire que vous demandez. Et si c'est pas bon, si c'est trop, bah, limite, ça impose le respect, en fait. On va se dire, ah ouais, la personne, elle a demandé ça. Alors nous, on peut pas suivre, mais il doit vraiment y avoir quelque chose derrière. Mais on va pas se dire... Alors peut-être que certains se diront, hein, parce qu'une femme le demande, mais quel culot. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette peur. Quel culot de demander ça alors que tu ne vaux pas ça. Vous valez ça parce que vous le demandez. Et si vraiment vous n'y croyez pas, sachez qu'il y a énormément d'incompétents qui demandent énormément d'argent. Et ça marche. Donc faites-le, hein, parce que moi, j'en vois passer des gens avec énormément d'assurance qui ne méritent pas du tout ce qu'ils demandent. Donc, complexez pas, parce que sinon, on se retrouve au gouvernement avec des gens qui sont juste horribles. Vous n'êtes pas recruté sur votre capacité à vous vendre, mais à travailler. Et, donc, il ne faut pas hésiter à oser. Et parlez pas trop. Là, je parle beaucoup, mais en gros, laissez les silences, soyez à l'aise avec ça. Quand vous annoncez votre chiffre, faites un sourire tranquillement. Ayez confiance et vous Ouais, pas justifiez partir dans la justification, ah, mais oui, avec mais une formule machin. Ouais. mathématique. Non, c'est le salaire que vous demandez, assumez et ne demandez pas de fourchette non plus parce qu'on ne comprend pas quand il y a des fourchettes. On va gratter. D'accord, merci. OK. Alors, comment réagir face à des hommes de l'équipe qui remettent en question, en doute ce que les éléments féminins de l'équipe produisent? Alors, en tant que femme ou en tant qu'homme, déjà, dites que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Enfin, c'est déjà beaucoup. Après, pour moi, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que c'est le démarrage, mais justement, ce qui va jouer, c'est la réception de ce message-là. Et alors, je suis très radicale. Plus je vieillis, plus je deviens féministe et moins je fais dans le détail. Moi, maintenant, une équipe qui n'écoute pas quand j'ai remonté que les blagues à caractère sexuel, on peut s'en passer, ou si je suis clairement dévalorisée parce que je suis une femme dans l'équipe, je me barre. Voilà. C'est si vous êtes dans des équipes où quand vous dites qu'il y a un problème, les gens écoutent, le management écoute, dit ah ok, alors en fait on a des choses à améliorer, ou ok, j'entends ce que tu me dis, ce genre de remarques c'est pas acceptable, je le ferai plus, etc. Là, ça vaut le coup de continuer à se battre, ça vaut le coup de rester et peut-être de faire grandir les gens autour de vous. Mais maintenant, je suis intraitable. Si autour ça réagit pas bien, perdez pas votre temps. C'est moche, hein, parce que il faudrait se battre partout, mais allez pas vous cramer dans des situations qui n'ont de toute façon que peu de chances d'évoluer et qui vont vous faire souffrir. Et j'ai vu les deux. J'ai vu ceux qui ont essayé et qui se sont fait cramer, effectivement. Usés, détruits, ça ne sert à rien. Il faut vraiment Voilà. y partir. Et en même temps, d'autres qui l'ont soulevé. Et contre toute attente, ça a super bien marché. Encore une fois, on grandit dans la société patriarcale. Et du coup, les hommes, ils ont l'habitude de faire des blagues, machin. Et tant qu'il y a une audience, bah, ça marche. Donc, le premier pas en tant qu'allié, c'est déjà de ne pas rire à ce genre de blague. Et encore moins de ne rien dire. De juste de dire, bah, c'est moyen, là, ce que tu viens de dire. Juste un petit geste de montrer que ça ne marche pas et que finalement, ça dessert. Ça aide beaucoup, la personne se sent soutenue, en fait. C'est super fort quand ça vient d'un allié en plus, hein. Quand Oui. ça vient d'un homme, quand c'est un homme qui dit moi là ta blague sexiste, j'aime pas, ça me met mal à l'aise. Sachez que pour la femme de l'équipe, ça veut dire beaucoup, hein. C'est un truc énorme, donc n'hésitez pas à le faire. Ok, super. Alors, une autre question de Fatima. Dans mon cas, je me suis toujours retrouvée parmi les rares filles, si ce n'est la seule au lycée, à l'école d'ingénieur, durant mes formations et au travail. Je me sentais obligée de me comporter comme un homme pour pouvoir m'intégrer. Suis-je la seule? Bah non. Moi, j'ai rigolé à plein de blagues qui n'étaient pas drôles, en fait. Après, je suis partagée sur ça. Si je ne l'avais pas fait, que j'étais juste partie, je pense on s'adapte beaucoup, on endosse beaucoup. Ouais. On dit rien et c'est aussi un tort. C'est un des types aussi, c'est qu'il faut réagir, quoi qu'il arrive. Même si c'est un A, même si c'est un soupir, même si c'est lever les yeux au ciel, même si c'est partir. Réagir, ça marque déjà quelque chose. Par contre, plus on en parle, moins ça devient normal. Et ouais, c'est devenu tristement trop ordinaire, en fait, ce que tu évoques. En fait,
Je trouve que c'est pas évident parce que quand tu es jeune, quand tu es junior, etc., tu te sens pas forcément l'assurance de dire non, c'est pas OK en fait, etc. C'est pas facile et j'espère très sincèrement que ça va devenir de plus en plus facile pour les générations qui viennent après nous. Moi, je sais que ça m'a pris du temps. Hein. J'ai fait profil bas pendant un moment et puis justement, en fait, j'ai tellement fait profil bas qu'à un moment, j'ai saturé et que là, par contre, j'ai plus laissé passer et que maintenant, c'est des gros stops et des gros no-go, quoi. Mais non, alors voilà, je te rassure, Fatima, tu n'es pas la seule et c'est pas évident et Ok, ça super. vient. Question d'Amandine, possible d'avoir la référence de la BD faite par la chercheuse du CNRS? Oui, c'est Les Décodeuses. Ils l'ont publiée il y a peu de temps, donc elle est encore en ligne. On peut l'acheter pour 6 € et sinon c'est en ligne, ça fait 60 pages. Et elle est vraiment cool. Elle mériterait d'être plus connue. Il y a plein de profils que je ne connaissais pas et ma fille, là, elle a demandé à lire la suite alors que honnêtement, j'avais un peu insisté pour qu'elle la lise. Et au final, ouais, elle veut connaître la fin. Et du coup, juste Amandine a posé une autre question, juste par curiosité, combien d'hommes sont dans l'assistance de cette table ronde? Donc, si les hommes, vous pouvez vous exprimer dans le chat pour voir combien vous êtes. Voilà. Hop, donc ça fait un. Tu diras, Lisa, combien ça fait de personnes? Bon. Une question de Jean-François. Quel discours teneriez-vous à des hommes pour leur faire comprendre à des hommes qui se sentent équitables qu'ils ne le sont pas? Je ne comprends pas trop cette question. Qu'est-ce que vous la comprenez, vous? Bah, en tout cas, Ouais, il peut reformuler. Ouais, il va reformuler. Bon, alors je passe à une autre question. Pourquoi est-il si facile pour les femmes de retomber dans nos clichés? Comment l'éviter? Par exemple, les réunions composées de 90% de femmes, 10% d'hommes. c'est l'inverse, non? Pardon? Ouais. Bah, en tout cas, en faisant rien, on arrive sur le statu quo qui est plus d'hommes, hein, ça c'est sûr. Et j'ai pas de solution toute faite pour ça, à part continuer à pointer du doigt là où ça va pas. Et sur les hommes, franchement, j'essaie de ne pas le faire à chaque fois, mais les hommes et les femmes d'ailleurs, souvent en termes de choix de vocabulaire, on va dire, bah, comme disait Audrey, hein, les mecs, les gars. Et je me suis surprise à le dire la semaine dernière, les gars. Et ça a son importance. Du coup, j'en profite là pendant qu'on est là. Si on a 100 développeuses et qu'on rajoute un développeur ou un chien, la langue française d'aujourd'hui, de 2021, ce qui n'a pas forcément été le cas en 1800, par exemple, avant que M. Bonaparte fasse des choses, on disait, on doit dire les développeurs. On dit, OK, c'est la langue française. D'accord. Et par contre, quand moi je raconte mon histoire en disant les développeurs ont fait, je suis désolée, on voit que des hommes en fait. Du coup, moi je m'astreins vraiment à dire les deux, les développeurs et les développeuses. Et en termes d'alliés, je l'entends de plus en plus dans l'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Le ou la nouvelle CTO, les gars et les nanas. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui se propage. Et ça contribue à désinvisibiliser les femmes. Et je trouve ça super important, ce type de petits détails. C'est Isabelle Collet qui a fait un excellent ouvrage, Les oubliés du numérique, en parle d'ailleurs en disant oui, c'est moche, mais vous savez quoi, on s'en fiche, parce que c'est l'objectif qui compte en fait et pas la formulation. Donc oui, c'est plus lourd, oui, parfois à l'écrit, ça paraît moche, on s'en fiche. Et effectivement, faire attention à ça, c'est déjà important. Vous avez toutes les deux une carrière qui est réussie dans la tech. Qu'est-ce qui a fait accélérer votre carrière? Est-ce que c'est plutôt les hard skills, donc on appelle les compétences techniques, ou les soft skills, le leadership, la curiosité, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des soft skills inhérentes à des femmes qui peuvent aider dans ce milieu-là? Et aussi, quelle est votre plus grande fierté professionnelle? Alors déjà, il n'y a pas de soft skill inhérent aux femmes. Ça, il faut arrêter là-dessus. C'est que nous sommes socialisés de façon différente. Et donc, les femmes sont socialisées de manière à être dans l'empathie, dans le care, etc. Mais c'est accessible aux hommes. Voilà. Donc déjà, messieurs, allez-y.
parce que vous avez tout autant de compétences que nous sur le sujet si vous le souhaitez. Je pense que Florence et moi, on a des parcours qui sont un peu différents du fait que moi, j'ai jamais voulu être côté management et rester vraiment dans la tech. Donc, j'aurais tendance à dire qu'au départ, c'est les compétences techniques, hein, moi, vraiment, qui m'ont permis d'avancer. Aujourd'hui, je nuancerais ça, mais parce que aussi le choix d'entreprise que je fais est en adéquation avec ce que je recherche. C'est-à-dire que je recherche des équipes où le côté justement soft skill est valorisé et où il est important. Donc aujourd'hui, ça serait plus équilibré, mais c'est aussi parce que je vais dans les boîtes où c'est mis en avant. Et c'est-à-dire, quels sont les soft skills qui sont valorisés dans… Typiquement, nous, c'est l'empathie, la capacité à travailler en équipe, la capacité à respecter. Nous, il y a un truc qu'on demande impérativement à toute personne qui rejoint l'équipe, c'est la capacité à respecter l'équilibre vie privée, vie pro de tous les collaborateurs et collaboratrices. Donc, aussi bien des hommes que des femmes. Enfin, voilà, nous, il y a des règles. Quelqu'un qui ne ferait pas attention à ça, c'est un gros blocage d'entrée de jeu. On veut que chacun et chacune se sentent écoutés, respectés et qu'ils soient également respectés dans ses latitudes horaires de travail, qu'on ne lui demande pas de travailler sur ses congés, etc. Ok. Je me demande si c'est encore une question qu'on pose qu'aux femmes, hein. Comment vous avez fait pour avoir une carrière? Sous-entendu, la femme est censée être à la maison et a d'autres choses à gérer. Malheureusement, elle est légitime encore avec tout ce qui est plafond de verre. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont sous les ordres de genre qu'au niveau de la direction. Pour moi, ça rejoint un peu ce qui était dit un peu plus tôt, mais il ne faut pas hésiter à postuler. Et ce n'est pas tellement des qualités qui sont propres à mon sexe, hein. Enfin, oui, il y a des compétences techniques qui m'ont aidée, compétences relationnelles aussi, mais heureusement, il n'y a pas que ça, parce qu'on voit bien que dans des postes de direction, c'est ça aussi qui fait la différence. On ne peut pas travailler de façon isolée sans prendre en compte les autres services ou la stratégie de l'entreprise. Donc pour moi, la vraie différence, c'est de continuer à postuler quoi qu'il arrive. Il y a Caroline Chavier de The Alliance qui donnait une jolie image en disant la carrière, elle se gère en fait. On ne peut pas juste attendre, comme le syndrome du prince charmant, hein. Si on travaille bien, on aura un sucre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous travaillez bien, personne ne le voit en fait, parce que personne ne vous regarde. Donc il faut avoir conscience de vos succès. Déjà, ça c'est une bonne première étape. Le faire savoir. Ce n'est pas carriériste, c'est juste qu'on sache ce que vous faites en fait et que d'autres en profitent. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Et après, postuler, être dans une démarche de candidater en dehors de votre entreprise actuelle, c'est pas tromper. Faut être OK avec ça. C'est s'entraîner, c'est rencontrer d'autres entreprises. C'est plus vous le faites, plus vous aurez d'échecs, plus vous aurez de succès aussi. Alors que si vous le faites une fois tous les 3 ans, pas de chance, ça ne va pas marcher et vous allez vite remettre en question votre propre valeur, alors que ce n'est pas le sujet pour le coup. Donc pour moi, c'est vraiment entretenir cette démarche de prise en charge de sa carrière de façon continue. Ok. J'ai une question de Sylvia qui dit finalement, pourquoi vous restez dans ce milieu? Qu'est-ce qui vous fait tenir? Mais parce que j'adore mon métier, je ne me vois pas en faire un autre. J'en ai fait plein avant et je ne me vois pas faire autre chose, quoi. J'aime ça. J'adore ce que je fais, je m'amuse tous les jours, donc et j'y ai ma place. Donc je vois pas pourquoi j'irais ailleurs. Ouais. Il ne faut pas croire qu'ailleurs, c'est pareil, en fait, hein. Si on va dans des métiers plus féminins, ce serait quoi? Ça veut dire médecin, mais pas chef de service, donc vraiment médecin généraliste, infirmière, aide-soignante, prof, tous les métiers les moins bien payés, les moins valorisés, avec le moins de retraite, avec le plus d'horaires de travail. Qui a envie de ça, en fait? L'informatique, c'est un super secteur. Et l'autre chose qui me fait rester, par rapport à d'autres moments où je me dis, ah, peut-être qu'il faudrait que j'aille dans une voie qui a plus de sens encore, ou des choses comme ça, c'est que, c'est ce que j'ai dit au début, c'est qu'on a une responsabilité en tant que personne de faire en sorte que les outils numériques de demain soient profitables à tout le monde. Je donne l'exemple du GPS, c'est des hommes qui l'ont fait.
Du coup, la reconnaissance vocale, elle marchait que pour les hommes. La pauvre femme qui essayait de se faire comprendre, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe quand un produit comme ça marche que pour la moitié de la population? Sachant qu'il y a aussi un cliché, vous savez, sur les voitures. Les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Et du coup, Les ça femmes remporte. conduisent mal. Elles conduisent Tu mal. oublies, hein. Ouais, alors qu'avant, justement, elles conduisent tellement mal qu'elles avaient un bonus sur les prix des assurances. On a arrêté parce que c'était discriminant. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les faits qui l'emportent, c'est le psychique. Et les produits comme ça qui marchent, qui marchent mieux pour une partie de la population et pas pour le reste, ça fait que ça nourrit une boucle. Moi, je ne veux pas que mes enfants, demain, ils grandissent dans un monde qui marche que pour les hommes. Pareil, là, je parle de l'informatique, mais l'informatique, ça a encore plus d'impact. Là, les exemples que je vais donner, ça va être sur les crash tests, par exemple, qui sont taillés sur le choix par défaut masculin, qui font que quand on les fait, les femmes meurent parce qu'elles sont moins corpulentes. Pareil sur tout ce qui est médicaments, sur les effets secondaires. Quand on Même fait des tests sur les hommes, les la femmes, médecine tout court. oui, sur l'endométriose, par exemple. Exactement, l'endométriose, le nombre de personnes que je connais qui en souffrent depuis des années. C'est seulement l'année dernière que c'est rentré dans le programme de médecine. Et ça met plus de 10 ans à l'heure actuelle à être dépisté. En fait, à poser un diagnostic, ça prend plus de 10 ans. Les chiffres étaient d'une femme sur 10. Maintenant qu'ils commencent à s'y intéresser, ils se rendent compte que c'est plus probablement une femme sur 7, donc c'est un vrai problème. Mais même en fait, l'étude de la médecine tout court, elle a été fermée aux femmes parce qu'on ne voulait pas mettre mal à l'aise ces messieurs lors des consultations. Et en fait, aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est que par exemple, les cas d'AVC chez les femmes, on ne sait pas bien les détecter parce que ce n'est pas les mêmes symptômes que chez les hommes. Et donc, c'est des symptômes considérés comme inhabituels. Sauf qu'aujourd'hui, l'AVC, c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Ce n'est pas le cancer du sein. Donc, c'est dans tous les domaines. Oui, clairement. Il reste 2 minutes. Je vais finir sur une des questions qui parle de la diversité au sens global. Et aussi, je voulais juste vous dire que du coup, donc, Lisa, qui travaille avec nous en marketing, va vous envoyer un email suite à cet événement avec un tote bag virtuel avec plein de ressources que notamment Florence nous a partagées sur des podcasts, des sites, des documents, des conférences, des ateliers, des associations de femmes dans l'IT. Donc voilà, on va vous envoyer ça pour la suite. Et donc en dernière question, mesdames, avez-vous déjà mis en place également des outils pour inclure des personnes en situation de handicap, autisme, neuroatypie par exemple, mais aussi sur les questions de transphobie, racisme? Si oui, est-ce que la volonté de mettre en place des règles et outils ne s'est pas heurtée à la réalité de l'entreprise, c'est-à-dire business first? Voilà, entre autres, est-ce que ce sont plutôt des femmes ou des hommes qui sont à l'initiative? Alors, moi, j'ai la chance maintenant, puisque le projet Spring, c'est quand même un gros projet, et VMware est une grosse société avec beaucoup de moyens. Donc, on a des designers qui repassent sur tout ce qu'on produit pour s'assurer que c'est le mieux possible en termes notamment d'accessibilité. Et après, effectivement, je n'ai pas eu le luxe de pouvoir aborder ces sujets-là dans mes posts auparavant, parce que typiquement, quand on est en start-up, ça ne va pas faire partie des priorités. Même si vous le relevez, ça va être compliqué de le faire passer. Moi, je n'ai pas eu de grand succès non plus sur ça pour l'instant. Mais par contre, un des conseils forts, c'est qu'il ne faut pas hésiter à essayer. Quand on nous dit non pour l'instant, c'est toujours un non pour l'instant. À force de demander, ça finit par marcher des fois. Et je rajouterais, il y a une excellente conférence qui a été donnée par une jeune designeuse de chez Sonar Source sur justement comment elle a mis en place l'accessibilité. Je renverrai le lien pour qu'on puisse le partager. Ça peut être c'est très simple ce qu'elle propose de mettre en place, et donc ça peut être quelque chose de facile en fait à essayer. C'est Laura, non? C'est Laura, exactement. Ouais. Voilà. Vous trouverez la ressource et puis on la rajoutera dans le tote bag virtuel. Ok. Bon, merci beaucoup, mesdames. Voilà, donc il y a eu des commentaires en disant que vous êtes des Wonder Woman. Merci pour vos témoignages sincères. Merci à tout le monde pour toutes vos questions et pour avoir participé. On est ravis et merci encore à vous. Et je vous souhaite une belle journée.
Merci pour à tout le monde. Bon appétit. Bon appétit, merci.